Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Main Opposée, votre podcast 100% gardien. Pour 7 ans de confinement, nous nous replongeons dans l'histoire du football et de ses gardiens à travers une compétition. Et aujourd'hui, nous parlons de la Coupe du Monde, de notre vraie première deuxième étoile, la Coupe du Monde 2002. Oh les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est... Celle que l'on avait déjà gagnée selon les annonceurs des Bleus. Et pour que ça soit rigolo, nous en avons fait un quiz sur les gardiens que nous entrecouperons d'anecdotes. Pour m'accompagner, tout d'abord mon co-animateur qui vient de finir sa partie du Monde des Bleus 2, Renaud Audier. Salut Nico, salut à tous. Ouais, là je suis hyper chaud en ce moment. Je vais refaire tous les jeux vidéo. Là. Eh oui, avec Marcel Desailly qui n'avait jamais aussi bien été modélisé. Ensuite, notre premier challenger qui a mis son réveil à 7h pour mater Argentine-Nigeria, c'est Robin Popel. Ouais, salut Nico, salut à tous. Et oui, les décalages horaires durant cette Coupe du Monde étaient très sympas pour nous, pour suivre le samedi matin et le dimanche matin. Enfin, notre champion en titre, qui s'est acheté le maillot Kappa moulant de l'Italie, c'est Antoine Garcia. Salut à tous, ravi de pouvoir ressortir ce maillot de mon placard. Et oui, les maillots Kappa de début des années 2000 entre Auxerre et l'Italie, c'était quelque chose. La compo d'équipe est posée, on peut donc lancer la première mi-temps du jeu. Alors, est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football ? J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais Zazie. Bon, je l'adore comme joueur. En préambule, Renaud, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'est passé lors de cette Coupe du Monde ? Donc la Coupe du Monde se joue en Corée et au Japon, donc c'est une co-organisation pour cette Coupe du Monde, qui fut gagnée par le Brésil aux dépens de l'Allemagne. Et pour rappel, nos Bleus s'étaient arrêtés minablement en phase de poule, avec 0 match gagné, 0 but marqué. Vraiment très très moche pour un champion du monde en titre. Et pour l'instant, c'est un petit peu près tout ce qu'on nous dit de cette Coupe du Monde. Et oui, on va pas spoiler parce qu'on va en parler en long et en large, en plus des gardiens de cette Coupe du Monde. Et donc nous allons commencer le jeu en douceur par des questions avec 4 propositions. Et nous allons commencer par Robin, qui était très inquiet à l'annonce de cette Coupe du Monde. Qui était le gardien du Brésil à la Coupe du Monde 2002 ? Dida ? Rogério Ceni ? Marcos ? Julio César, parce qu'il était déjà là au temps des Romains. Dida. Arrêtez de vous la raconter. Aïe. Bien sûr. Dida était dans le groupe. C'était Marcos. Et oui, c'était Marcos, le gardien brésilien de cette Coupe du Monde. Marcos qui avait notamment sauvé ses compatriotes contre la Belgique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le match où en fait Rivaldo met peut-être l'un des buts de cette Coupe du Monde. Suite à donc c'est Ronaldinho qui lui fait une passe de l'extérieur du pied, contrôle poitrine, reprise de volée à mi-hauteur dans le but des Belges. Et donc Marcos a joué titulaire durant toute cette compétition. C'est un gardien qui a joué seulement au Brésil durant 10 ans au Palmeiras. Il est vainqueur de la Copa América 99, vainqueur de la Coupe du Monde 2002, vainqueur de la Coupe des Confédérations 2005. Donc c'est quand même un gardien qui a compté dans l'histoire du Brésil. Voilà, et pourtant il compte que 29 sélections. Donc c'est assez rigolo, un gardien qui gagne une Coupe du Monde titulaire et qui a que 29 sélections. J'en vois pas beaucoup d'autres. Mais c'est vrai qu'il a fait qu'une seule Coupe du Monde titulaire, parce qu'en 2006, pour le coup, c'était bien Nelson Dida, qui avait un très beau maillot vert, je me rappelle. Et du coup, il a fait qu'une Coupe du Monde, ce qui peut expliquer cela. Et puis, je pense qu'il y a eu l'éclosion de Dida aussi peu de temps après cette Coupe du Monde. Parce que Dida ils avaient le même âge d'ailleurs. Ils avaient le même âge, il me semble, parce que Dida est assez âgé. J'ai vu des vidéos de lui récemment à l'entraînement, mais il a une quarantaine d'années, donc c'est possible qu'il y ait eu cette concurrence et que Marcos ait gagné la confiance de son entraîneur juste avant la compétition. Puis après, il passe derrière Taffarel aussi. Donc, ouais, en plus, effectivement, il y avait Taffarel juste avant qui était quand même une légende, une icône là-bas. Donc, bon, c'est possible qu'il ait été un peu. Ça me fait penser un peu à Coupé, en fait, en termes de profil.
peut-être carrière très nationale, extrêmement. C'était un très bon gardien, Marcos, mais bon, est-ce qu'il a franchi le cap comme Dida l'a fait avec l'AC Milan notamment? C'est autre chose. Voilà, Marcos. Et donc voilà pour le gardien brésilien. C'est pour ça qu'on a posé la question, parce que se souvenir du gardien brésilien à cette Coupe du Monde n'est toujours pas aisé. Ensuite, deuxième question. Quel est le gardien qui a encaissé le moins de buts durant la Coupe du Monde 2002? Pablo Oscar Cavallero pour l'Argentine, Oliver Kahn pour l'Allemagne, David Seaman pour l'Angleterre, Alioune Boukar pour le Cameroun, avec leur fameux maillot sans manches, qu'ils n'étaient pas autorisés à mettre. Ils ont dû mettre un t-shirt en dessous. Il était stylé quand même, leur maillot. J'aurais tendance à penser qu'il y avait une espèce de piège avec un gardien qui a pas. C'est pas un ratio au nombre de matchs, on est d'accord? Ah non, c'est juste sur toute la compétition. J'aurais eu tendance à dire que l'Argentine qui avait été sortie tôt dans ma mémoire. Mérité, Et oui, exact. mérité. C'est ça. Ah bah, 2 buts. bah, voilà. D'accord. Et oui. Et oui, Donc, Pablo Cavallero qui a joué au début de sa carrière évidemment en Argentine et qui a joué en Espagne, qui a joué à l'Espagnol Barcelone, au Celta et à Levante. D'accord. Je me rappelle très mal de ce gardien, à vrai dire. Il y avait Burgos qui est l'adjoint là de l'Atlético, non, qui était dans le groupe certainement, qui était. Oui. Mais lui, je me rappelle assez bien. Mais alors Cavallero, pas du tout. Je me rappelle d'Abondant Ziri aussi. Je crois que c'était peut-être en 2006. Tout à fait. Il y C'est avait en une belle 2006. relance au pied. Oui, exact. C'est exactement ça. Ouais, du coup, Cavallero, j'avoue que je vois pas du tout la tête qu'il a. Et, Ah bah il a pas trop eu le temps de marquer la compétition, quoi. Ça, c'est sûr. En effet, donc Pablo Oscar Cavallero, donc pourquoi il est aussi mythique? Finalement, il est aussi mythique que Marcos, c'est un peu le même profil, parce qu'il fait partie d'une équipe qui s'annonçait comme exceptionnelle, l'Argentine de 2002. Voilà, s'il faut se souvenir, c'était l'attaque Ortega, Batistuta, Veron, Sorin, Heinze, Ayala. Honnêtement, que des gros noms et l'Argentine de Bielsa qui marchait sur l'eau, et cette élimination en poule face au Nigeria, à l'Angleterre et à la Suède a vraiment été un tournant dans la carrière de Bielsa, et il a mis longtemps à s'en remettre. Certes, il a gagné les JO en 2004, mais ce qui est fou, c'est qu'ils ont la meilleure défense de la Coupe du Monde, mais ils se font sortir dès les phases de poule. Ouais, après, s'ils font que 3 matchs, c'est pas très révélateur non plus, quoi. Évidemment, mais c'était le piège, évidemment, avec Oliver Kahn, qui a été champion du monde. Qui a encaissé que 3 buts. Qui a été vice-champion du monde, du coup, Kahn. Pardon, excuse-moi, Oui. qui a été vice-champion du monde. Question à une seule réponse. Pour Robin, quelle était la particularité physique de Roustou, le gardien turc, lors de cette Coupe du Monde? Sont faciles les questions. Il avait Oh là là. On t'a mis des questions simples, Robin, ok? Ouais, merci. Hein. Alors, essaye de te Peinture de souvenir glace de la... sur les joues. Voilà, c'est ça. Voilà, Robin. Ah bah voilà, tu vois. Et vous Ouais, savez pourquoi ou pas? Il portait des peintures sous les yeux pour ne pas montrer de révérence à ses adversaires. Et D'accord. donc en fait c'était une manière de montrer que même si c'était la Turquie qui était considérée comme une petite équipe, il n'avait pas peur de ses adversaires. Voilà. D'accord, ok. Donc il y a un peu une dégaine de participants à Koh-Lanta, mais Roustou, Théoura. voilà, c'est Théoura, Roustou, il ressemble à Théoura. Ouais, d'accord. C'est un peu le même esprit, et c'est intéressant cette Coupe du Monde. Alors déjà, Roustou comme gardien, c'est un gardien qui a joué à Fenerbahçe et qui a fait une pige durant 2 ans au Barça. Donc c'est un gardien qui a essayé de s'exporter, donc qui a quand même été bon, qui a porté son équipe turque, et en fait il fait cette particularité physique fait un peu aussi partie de toutes les innovations capillaires que l'on avait lors de la Coupe du Monde 2002. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avec Ronaldo
et sa coupe de cheveux mythique à partir des demi-finales avec juste la petite bande de cheveux sur le dessus de la tête. Est-ce que vous vous souvenez aussi évidemment des crêtes de Beckham? Ouais. Et pour Ronaldo, je me souviens qu'il avait fait cette coupe de cheveux pour qu'on arrête de parler de sa blessure. Ouais, ça c'est Voilà. vrai, je me rappelle de ça. Donc, il y avait beaucoup, il y avait vraiment ce côté, ce côté esthétique qui avait été mis un peu chez tous les joueurs. Il y avait aussi Umit Davala côté ou Hakan Mursal, je sais plus, en Turquie avec sa crête. C'était vraiment toutes ces innovations capillaires. Très bien, donc ça fait 1-1 entre Robin et Antoine. Dernière question de la première mi-temps. Antoine, pourquoi Lee Won-jae, le gardien coréen, entre dans l'histoire de cette Coupe du Monde, lors de cette Coupe du Monde? Effectivement, j'ai pas eu des questions simples. Il y a pas de... J'en ai aucune idée, parce que c'est son service militaire, je sais pas. Arrêtez de vous la raconter! Il encaisse le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde lors du troisième tour, lors de la petite finale. La petite finale face à Hakan Sukur après 11 secondes de jeu. Donc la Corée finit 4e de cette Coupe du Monde. Et surtout, alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ils éliminent l'Italie et l'Espagne. L'Italie, ouais, ça je me rappelle. Mais c'était pas au tir au but d'ailleurs souvent, parce que j'ai failli te sortir ça pour le Lee là, qu'il avait arrêté plus de pénalty qu'aucun autre gardien, je sais pas. Je me rappelais qu'il avait, enfin je sais pas. Je suis même pas sûr que ce soit au tir au but. Hein. Non, il a sorti. Il y a eu l'Espagne au tir au but, c'est ça, mais pas l'Italie. Non, c'était en prolongation pour l'Italie. Voilà. Okay. Tout à fait. Donc ça fait partie un petit peu aussi de la polémique de cette Coupe du Monde, où l'Italie est battue par la Corée alors qu'ils auraient dû bénéficier de pénalty. Donc il y a vraiment cette polémique autour de l'arbitrage. Oui, il y a une grosse polémique. Avec également des... alors je sais plus... Et l'Espagne, c'était, si je me souviens bien, des buts hors jeu. Des buts hors jeu qui n'ont pas été accordés. Et donc une victoire des Coréens au tir au but face à l'Espagne de Raúl et Morientes en quart de finale. Et ils se font éliminer par l'Allemagne et Cannes lors de la demi-finale, pardon. D'accord. Voilà. Donc ça fait un partout, messieurs, entre Antoine et Robin. C'est serré. Lors de cette première mi-temps aux questions corsées. On peut donc lancer le débat de la mi-temps. Pourquoi allez Henry, et le but d'Henry Camara. Ling Yong-pyo. Ça finit. Hong Sang-hoon qualifie la Corée pour le quart de finale face à l'Espagne. Le débat de la mi-temps, la Coupe du Monde 2002, c'est la Coupe du Monde des surprises. Si on se souvient bien, le Sénégal, la Corée et la Turquie vont loin, vont au moins au deuxième tour lors de cette Coupe du Monde. Mais justement, messieurs, je voulais débattre avec vous. Où en est-on de l'émergence des gardiens asiatiques et africains au plus haut niveau, notamment dans les plus grands clubs européens? Bah écoute, comme ça, je pense vraiment à Onana, le Camerounais qui est à l'Ajax et qui sera certainement très convoité cet été, ce qui fait encore une bonne saison, qui a fait une grande campagne de Ligue des Champions l'an dernier à l'image de son club. Après, les gardiens asiatiques, on a eu la chance de voir Kawashima, le japonais, dans notre championnat de France là récemment, qui a toujours été un gardien régulier, sobre et plutôt efficace. Pour ce qui est des autres, il y a Kameni aussi qui a fait plutôt une bonne carrière européenne en Espagne, notamment à l'Espagnol Barcelone puis à Malaga. Après, on en parlait là dans la dernière émission avec Raïs Mboli, qui a brillé sur la scène internationale, mais qui a eu énormément de mal
lors de sa carrière en club, en fait. Donc, c'est assez compliqué. Allez, on est en 2002, là, donc on peut parler d'Ali Boumnigel qui était à Bastia, qui a fait plutôt une belle carrière en France aussi. C'est vrai qu'il y a une espèce de défiance, on dirait, envers les gardiens, on va dire, non sud-américains ou non européens. Même si on a eu Tony Silva, bon, à mesure que je parle, j'en ai qui me viennent en tête. On a eu Tony Silva qui a fait une belle carrière aussi à Lille, mais c'est vrai qu'il y a très peu de gardiens de ces continents, et aussi parce que c'est vrai qu'on a en Europe notamment une belle formation des gardiens de but, donc c'est peut-être pas là qu'on a besoin de joueurs étrangers, je sais pas. Moi personnellement, je pense récemment à un gardien, mais vas-y Renaud. Je pensais à Brice Samba. Alors, il joue qu'à Nottingham Forest, hein, c'est pas extraordinaire, mais il fait une bonne saison. Pour le coup, il est franco-congolais. Donc, mais alors à suivre après. Ça quand même, moi, je suis quand même très, très. Il est né où, Brice Samba? Parce que c'est difficile de parler de gardien africain. Il est né à Linzolo. Hein. D'accord, il est né au Congo. Mais est-ce que si tu veux, c'est un joueur. Voilà, il est formé. C'est pas un joueur formé. Ouais, il est formé au Havre, ouais. Onana est formé au Barça, donc c'est pour ça que je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être asiatique, africain? Aujourd'hui, ta formation, elle montre un peu quel type de joueur tu es, si tu veux. Brice Samba, je ne sais pas si on peut en parler clairement comme un gardien, même si l'an dernier, il n'avait pas été pas trop mal, on va dire, dans le marasme canet. C'est compliqué d'en parler comme une référence pour les gardiens africains aujourd'hui, quoi. Non. Après, ça peut être pour le futur, on va dire. Après, j'en sais rien. C'est lui et la suite de sa carrière. Mais après, effectivement, si tous les gardiens africains, à partir d'un certain âge, sont formés en Europe, est-ce que oui, effectivement, on peut parler d'un gardien vraiment formé à l'africaine, si on veut, si ça existe, si ce terme existe. Mais il y a toujours eu des. On a toujours eu des bons gardiens, plus ou moins des bons gardiens africains. À certaines périodes, on a eu Nkono, on a eu Enyama. Il y a toujours eu des bons gardiens, mais c'est comme tout le football en ce moment et ces dernières années a toujours été concentré en Amérique du Sud et en Europe. Donc, je pense pas qu'on puisse parler d'une évolution, mais on aura toujours des bons gardiens dans cette formation. Parce que là où je voulais en venir, c'est que à la fin des années 90, on avait déjà un petit peu des gardiens sud-américains, notamment Taffarel qui avait été en Europe sans s'imposer dans un très très grand club. Voilà, même s'il était en championnat italien, qui est quand même le plus grand championnat. On se souvient qu'on avait eu Goicoechea qui était en France et qui avait été loin avec l'Argentine. Et en fait, finalement, on a eu on avait un peu la même chose au début des années 2000 avec des gardiens africains qui émergeaient, comme vous les avez cités, Kameni, Silva, on avait et d'autres qui pouvaient émerger et qui étaient formés en Afrique. Mais c'est vrai que là, autant les Sud-Américains, par exemple Alisson, Ederson, sont au top niveau mondial, ce qui est quand même nouveau. Un gardien brésilien, ok, on avait Dida, mais on ne considérait pas que c'était le meilleur gardien du monde. Alors que côté africain et côté et asiatique, où on pensait que la Coupe du Monde 2002 allait lancer un peu ça, continue de stagner un peu. Alors, moi, j'ai une idée un peu, comment dire, l'évolution du poste de gardien de but avec cette demande de gardiens de plus en plus costauds, de plus en plus athlétiques et grands. Je pense qu'elle est un peu, on va dire, en décalage avec le profil des gardiens de but et des joueurs asiatiques. Les gardiens de but asiatiques, moi, j'ai un souvenir de garçons très flués, d'évidente qualité, mais je veux dire qui correspondent moins, on va dire, à ce qu'on attend aujourd'hui du gardien de but avec cette taille et voilà, et cette carrure. Donc ça peut jouer. Et pour ce qui est du gardien de but africain dont on a parlé, j'ai vu une interview d'Onana très intéressante sur
le gardien, dans l'imaginaire collectif, le gardien africain commet des boulettes. Voilà, il dénonçait vraiment ça, en fait. Et d'ailleurs, Overmars, je crois, qui était le directeur sportif de l'Ajax, il s'était vanté auprès de lui en lui disant: tu remarqueras que nous, on a 2 gardiens d'ethnie noire, en fait, dans l'effectif. Parce que je crois que c'est Varela le deuxième. Donc, c'était assez rigolo. Que ces deux, voilà. Parce qu'au-delà de ça, en fait, c'est pas exactement africain. C'était vraiment des gardiens noirs. C'est ce que disait Onana. Il reprochait qu'il n'y ait pas assez de gardiens noirs au haut niveau. C'est vraiment ce qu'il disait. Oui. Alors que Mandanda aurait pu, est quand même l'une des égéries, même s'il n'est pas au haut niveau là en ce moment. Mais c'est vrai qu'au début de la décennie, avec Marseille qui retournait en quart de finale de Ligue des Champions, il pouvait être considéré comme et encore une fois, il ne faut pas oublier et comme on a dit, il n'est pas africain, il était formé au Havre. Enfin, il est bien français. sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est important de dire. En fait, je pense qu'il faut oublier un peu ce que j'ai dit malheureusement sur le côté formation, parce qu'à l'heure actuelle, en fait, personne n'est formé en Afrique. À 15 ans, ils partent, les prodiges africains, ils partent en Europe, ils sont formés à l'européenne. Voilà, c'est très rare, on va dire, qu'à 22 ans, il y a quelqu'un qui arrive d'un club, par exemple, de Dakar, et qui arrive, hop, il joue en Ligue des Champions. C'est très rare. Généralement, c'est des diamants bruts qui arrivent en fait d'Afrique, qui sont polis en Europe par des formateurs, et voilà. Mais c'est vraiment cette notion de gardien noir, et je crois qu'Onana faisait le parallèle notamment avec le fait qu'il y ait énormément de joueurs de champ noirs dans les grandes équipes, et qu'on retrouvait beaucoup moins de gardiens. Et lui, il était très mécontent de cela, justement, et à cause de ces stéréotypes sur le gardien noir et sa propension à faire des erreurs, si vous voulez. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu évoques. Mais très bien en tout cas pour ce petit débat de la mi-temps et qui permet de remettre un peu en contexte les surprises de cette Coupe du Monde. On peut passer à la deuxième mi-temps. Le vicieux! Le vicieux! Il avait souhaité frapper ce coup franc et il l'a frappé! Quelle erreur des Siman! Quelle erreur! Thierry, s'il l'a fait exprès, c'est magnifique. Et pour cette deuxième mi-temps, on va jouer au gardien mystère, une description sur un gardien, et nos 2 compétiteurs doivent trouver ce gardien. Et on est parti pour la première description, Renaud. Alors, pour cette première description, lors de cette Coupe du Monde, j'ai la baraka. En 8e, je suis sauvé en prolongation par mon poteau face à de furieux Suédois. Mais lors de mon premier match de poule, c'est pire. Les 2 meilleurs attaquants du monde de l'époque sont arrêtés par mes montants. Ils viennent d'un pays dans lequel j'ai été champion en 2000 et j'ai joué la Ligue des champions dans le Nord. Je suis... Antoine. Oui. Toudek. Arrêtez de vous la raconter. On va en idée. Je dirais Siman. Arrêtez de vous la raconter. Non plus. Alors, c'était Tony Silva. Et oui, parce que lors de cette Coupe du Monde, j'ai la baraka, donc il est sauvé par son poteau en 8e de finale contre la Suède, avec notamment l'attaque Henrik Larsson, Zlatan Ibrahimovic, et qui tape le poteau juste avant le but de Henri Camara, qui marque le but décisif, but en or. Et surtout, on se souvient, Robin, tu parlais de Bouba Diop en préambule, qui a marqué le but contre la France pour le Sénégal. Tout simplement, Tony Silva, juste avant, il avait eu Trezeguet qui tire sur le poteau et Henry qui tire sur la barre. Et notamment une domination de la tête et des épaules des Français. Et il a été champion en 2000 avec Monaco, et il a joué la Ligue des Champions avec Lille. C'est Tony Silva. Antoine, en plus, t'en parlais juste avant. Tony Silva qui, c'est un gardien bon pour le championnat de France. Ah oui, c'est un gardien qui a fait une belle carrière en France quand même. Puis comme tu dis, il a joué avec des champions avec Lille, donc c'est un gardien qui a fait ses preuves en France, clairement, effectivement. Après, je pense que lui aussi, j'avais lu une interview où il expliquait que sa taille avait été un frein aussi pour sa carrière, notamment outre-Manche, où il aurait bien aimé aller. Apparemment, il n'était pas très grand. Moi, j'ai pas le souvenir. J'ai
j'étais assez jeune encore une fois, j'ai pas le souvenir, mais c'est vrai qu'en France, il a fait une belle carrière en tout cas. Je sais qu'il a joué à Monaco aussi. Tony Mario Silva, je me rappelle. C'était ça son nom complet. Ok, messieurs, prêts pour la deuxième description? Allez, c'est parti, on voit. Ok. Je fus international à 75 reprises. Capitaine de ma sélection lors de ce mondial. Je perds en quart de finale sur un coup franc qui me lobe. Antoine. Oui. David Seaman. Exact. Bien joué. Et donc, je suis connu en club pour avoir réussi un des arrêts les plus connus. On se souvient, le ballon qui vient chercher quasiment derrière lui, sur une tête à bout portant. Ouais, je me rappelle très bien. Je fus connu pour ma tignasse et ma moustache. Je suis David Seaman. Et c'est sa dernière compétition à lui. Hein. Exact. Son dernier match en 2002 contre la Macédoine, si je ne me trompe pas. Tout à fait, c'est exact. Ce sera son dernier match, sa dernière sélection, 16 octobre 2002. Ok. Bon, prêt pour la troisième description? Allez, go. J'ai joué à Galatasaray, Liverpool et Aston Villa, entre autres. Durant la Coupe du Monde 2002. Robin Dudek. Arrêtez Non. de vous la raconter. Je vais prendre mon temps là. Je suis le premier gardien depuis 1974 à arrêter 2 pénaltys dans le même match. Mon équipe ira jusqu'en quart de finale. Un beau parcours pour ma sélection. Mes fans me surnommeront The Human Wall. Ouais, je pense que j'ai. Et c'est Brad Friedel, le gardien américain. Mais comment chez Given, il n'a pas joué en. D'accord, c'était Brad Friedel. Oui. Brad Friedel, le gardien américain, qui a tout sorti contre le Mexique juste avant. En huitième, c'est ça? Ouais, en huitième. Qui plus est, le Mexique, l'ennemi intime en football pour les États-Unis. Le mur humain pour le Mexique et les États-Unis, c'était sympa. Voilà. C'est ça. C'est clair. Donc Brad Friedel qui jouera jusqu'à après la quarantaine et qui se fera prendre sa place à Tottenham par Lloris. Ouais. Et voilà. Et qui a joué aussi à Newcastle, à Brøndby, à Tottenham, à Blackburn Rovers. Ouais, au Blackburn, exact. Ok, c'est cool. Tout à fait. Et à Aston Villa. Et vous savez pourquoi il a continué si longtemps à jouer? Alors, c'était un grand fan de yoga. Oui. Ça lui permettait de rester en forme et surtout, il avait des dettes de jeu colossales. Je pense que c'est ça la vraie raison. Il avait des dettes invraisemblables de jeu et du coup, il fallait absolument qu'il continue à jouer parce que c'était un cauchemar, quoi. Et je crois que c'est un des joueurs qui a le moins raté, qui a eu la plus longue série de matchs joués. Ouais, c'est vrai. Il me semble que c'était ça. Ouais, totalement, t'as raison. Il a été enlevé à cause de Lloris. Le yoga, c'était aussi le secret de Giggs. Donc c'est vraiment de beaucoup de joueurs qui ont été jusqu'à la quarantaine. C'est le yoga qui les a. En tout cas, ils ont en commun que le yoga pour éviter les blessures. C'est clair. Renaud. Donc, on est à la moitié, messieurs. Il n'y a que 2-1, donc tout est possible encore. C'est sûr. Donc, tout est possible. Prochaine description. Je commence ma carrière internationale en 1993. Je dispute ma première compétition internationale en tant que titulaire en 2000. En 2002, je deviens le capitaine de ma sélection. Durant la phase de poule, j'encaisse un but à bout portant de Robbie Keane. Je n'ai encaissé que 3 buts sur toute la compétition. Je fus nommé meilleur joueur du tournoi, une première pour un gardien. Antoine. Oui. Oliver Kahn. Et oui, bravo. Mérité. Alors Bien celle-là, je joué. pensais pas qu'on irait au bout de la description. Quand tu as dit 3 buts, j'y ai pensé tout de suite. Parce que J'ai fait le rapprochement à ce moment-là, en fait. Et puis je me rappelais aussi de ce match en poule contre l'Air. Donc voilà. J'ai eu la confirmation avec les 3 buts. Voilà. Bravo Antoine. Et Oliver Kahn, qui est donc élu meilleur joueur du tournoi. Donc voilà, chose rare, puisque c'est la première fois qu'un gardien obtient cette récompense. Il aura aussi le prix Lev Yashin, qui existait déjà, mais seulement au mondial, en tant que meilleur gardien, évidemment. Ouais. Et donc, qui est quand même une de ses plus belles Coupes du Monde. Et voilà, malheureusement, Oliver Kahn n'aura jamais gagné la Coupe du Monde. Et j'ai envie de
avant Cannes en Allemagne. Kopke. Andreas Kopke. Okay. Ouais, il aura pris la place de Kopke d'ailleurs. D'accord, ok. Il passe titulaire. Et Kopke était dans le groupe du coup? Alors, Renaud, je te laisse vérifier. Je t'avoue que j'ai aucune idée. Lehmann, c'était pas encore le cas. C'était en 2006, Lehmann. Mais du coup, je me demande qui étaient les gardiens. Ah, je sais qui y avait. C'est le gardien de Leverkusen qui mettait les pénaux. Boot. But, ouais. Lui, il y était, c'est sûr. Allemagne. Et le troisième, Renaud, je te laisse checker. Ouais, je vérifie. Oliver Kahn. Alors, on a parlé de Neuer dans l'émission d'avant mais là, on a également on a une masterpiece d'Oliver Kahn. On a un chef-d'œuvre, notamment. Il a dégoûté, c'est surtout sur les matchs élimination directe. Le Mexique, il y a l'arrêt contre, je crois que c'est Arce. Non, c'est pas le Mexique, c'est Paraguay, pardon. Donc c'est le duel Oliver Kahn et Chilavert qui avait repris sa place de numéro 1 pour le 8e de finale. Et en fait, il y a une main opposée exceptionnelle de Kahn qui est l'une des images du tournoi sur une frappe. Ouais. Côté gauche et Arce, voilà, et bam, il envoie la main. Et ensuite, contre les États-Unis, pareil, il dégoûte Landon Donovan, qui est marché sur l'eau lors de cette compétition. Et vraiment, notamment contre les États-Unis, je pense que les États-Unis doivent passer en tout cas sur le match. Mais Kahn réalise vraiment surtout des sorties. On le voit beaucoup pour un gardien massif qui est peut-être un peu lent. Ce qui est drôle, c'est qu'il est très massif, mais c'est vraiment un chat, dans le sens où quand il était en pleine forme physique, il allait vraiment vite, quoi. Quand il voulait. Et notamment sur cette Coupe du Monde, il est tellement agile que c'est vraiment impressionnant. D'accord. Et enfin, contre la Corée, pareil, il sort beaucoup de ballons de Han, le numéro 19 coréen. Ah oui, je me rappelle de Han, qui avait les cheveux longs, je me rappelle. Je vois très bien. Avec Park devant, qui le joueur de United. Le joueur du PSV peut-être à l'époque, non? Du PSV, même pas encore, je pense pas encore du PSV, et du PSV puis de United. Et enfin, en finale, malheureusement, il y a la bourde, en tout cas le ballon relâché sur la frappe de Rivaldo, que Ronaldo reprend. Alors, sur le groupe de l'Allemagne, donc les deux gardiens qui ont accompagné Oliver Kahn, il y a bien effectivement Hans-Jörg Butt et Jens Lehmann. D'accord, il était déjà là. C'était déjà Lehmann. Et Butt qui est sur le poster de la reprise de volée de Zizou. Oui, c'est lui qui a encaissé le fameux but de Zidane en finale de Ligue des Champions. C'est ça. Exact. Et donc, au niveau des scores, ça fait 3-1 pour Antoine. Rien n'est joué, parce que Robin, il reste 2 descriptions. Tu peux encore égaliser, Robin. Tout est possible. Mais voilà. Ok, écoutez bien, messieurs. Je fus blessé pendant une grande partie de la phase qualificative de la Coupe du Monde 2002, mais je fus finalement retenu pour la jouer. Ce fut ma dernière Coupe du Monde car mon équipe ne passa pas les poules. J'ai par ailleurs encaissé 3 buts face aux États-Unis durant cette même phase. Je fus entraîné en club par Bobby Robson, mais l'arrivée de Louis van Gaal me fit perdre. Oui. Dudek. Non. De vous la raconter. Me fit perdre ma place progressivement. Je sais. Antoine. C'est c'est celui qui a joué à Porto, c'est le Baya. Oui. Bravo. Donc Victor Baya qui était qu'on a vu aussi sur un autre poster des Zizou, le fameux penalty en demi-finale 2000, et Victor Baya qui a été le gardien le plus cher
dans les années 90, lors de son transfert de Porto à Barcelone. Ouais, le gardien le plus cher. Et également le gardien, et même, je crois, le joueur qui a remporté le plus de titres dans sa carrière. Et il y a toujours une compétition avec Giggs en fonction de ce que tu prends en compte. Mais il a gagné 34 titres. 34 titres, je crois, dans sa carrière. Avec Porto. On sait qu'au Portugal, c'est l'alternance avec Benfica. Et Vitor Baía, donc, qui était souvent cité comme l'un des meilleurs gardiens des années 2000. Voilà, dans PES et ISS, il était dans la sélection européenne dans les buts avec d'autres. Et puis surtout, il fait partie des 6 joueurs qui ont remporté la C1, la C2, la C3 et la Coupe intercontinentale au moins une fois. Incroyable. Et ça, c'est pas rien. Ouais. Et c'est quand même l'homme de 2 clubs, voire d'un seul club, puisqu'il a joué seulement à Porto et à Barcelone. D'accord. Et puisqu'il est revenu à Porto après Barcelone. Ouais, et ça, moi, j'ai ce souvenir-là, en fait. Ouais. Oui, il y revient et il y reste en plus longtemps. Hein. Bah oui, puis il gagne la Ligue des Champions en 2004 face à Monaco. Oh. C'est lui dans les buts, non? Face à Flavio Roma. Ouais, bien sûr, c'est lui. Avec son numéro 99. C'est ça. Un numéro 99, et ensuite il laissera sa place à Elton. Ah oui, qui était en pantalon, j'aimais bien Elton. Ouais, il était rigolo. Tout fin. J'aimais bien. Ouais, j'aimais bien son style. Et il avait des longs bras. Il y a un gardien que j'aimais beaucoup aussi, qui joue toujours, c'est Gomez quand il était au PSV. Aurelio Gomez, c'est des relances à la main de 60 mètres monstrueuses. C'est un très très bon gardien. Je pense très sous-coté. Ah, mais il fauchait des joueurs en pleine surface de réparation. Ouais, Neymar, c'est ça qu'il avait. Faut pas parler de Aurelio Gomez. Ouais, mais qui est quand même toujours à Watford, derrière. C'est ça, doublure de Foster, ouais, c'est dingue. Ouais. Et c'est lui qui avait joué la finale de la Coupe, je crois, contre City. Ouais, mais il s'entend extrêmement bien avec Forster, donc c'est ça. Il lui avait laissé la finale comme il avait fait les tours d'avant. Il avait déclaré que pour lui, c'était une évidence que le gardien qui leur avait permis de les emmener jusque-là finissait la compétition. Et que même si le coach lui demandait de jouer, il ne jouerait pas. Je m'en souviens. Dernière description. Là, je crois qu'au niveau des scores, c'est plié. On est d'accord, tout est fait là. Mais Robin, tu peux sauver l'honneur. C'est ça qui est important. Tu peux réduire le score. Allez. Dernière inscription. Je fais mes débuts avec ma sélection en 96. J'échoue à me qualifier à la Coupe du Monde 98 et à l'Euro 2000. Durant la Coupe du Monde 2002, mon équipe se qualifie en 8e de finale mais sera sortie au tir au but. Une première fois, je prends ma retraite internationale en août 2012. Oui. Given. Oui, Shay Given. Bravo. Oh là là là. Bien joué, Antoine. C'est impressionnant. Félicitations. Et oui. Et donc pour finir la description, donc je reviens sur ma décision en janvier 2013 et je serai rappelé en 2014. Je fais partie du groupe pour l'Euro 2016, mais je ne joue aucun match. Et finalement, je prends ma retraite internationale définitive en juillet 2016. Et il est actuellement entraîneur des gardiens à Derby County. Ah, dis donc. Voilà. On aurait dû mettre ça. Super gardien. Tu vois, tu me mettais ça, moi c'était simple. Hein. Non, mais du coup, Derby County, ils ont pas mal de gros stars, on va dire. On a Rooney en entraîneur adjoint et Philippe Cocu en entraîneur. C'est drôle. Oui. Et donc il claque. Ça claque, hein. Ça claque pas mal. Et puis ça joue pas mal. Voilà, et Shay Given qui sera quand même vainqueur de la Coupe Intertoto en 2006 avec Newcastle. Ah, on n'en parle pas assez de ça. On n'en parle pas assez, je pense. Et qui est sur deux buts mythiques, le fameux but de Drogba en 2004 avec avec le crochet derrière la jambe, c'est lui qui le prend. Et évidemment la main de Thierry Henry en 2009. Le but de Gallas. Ouais. Le but de Gallas, c'est lui qui est dans les buts. Et voilà. Et à titre personnel, quand même, membre de l'équipe type de Première Ligue en 2002 et 2006. C'était un excellent gardien chez Given. Ouais. Excellent gardien.
Il n'était pas à City à une Si, il était à City si, et en je peux vous dire que 2010. c'est un 2009, gardien 2011. extrêmement reconnu de ces dernières années en première ligue. Hein, du début 2000-2010, c'est une des grosses stars dans les buts en première ligue, clairement. Même à Newcastle était très performant. Grosse cote là-bas. Et donc il se fait, donc il joue contre l'Allemagne en poule où il est pas mauvais et surtout donc contre l'Espagne en huitième de finale où ils se font sortir au tir au but les vaillants Irlandais de Robbie et Roy Keane. Je crois qu'il jouait là. Je sais plus, il faudrait vérifier Roy Keane parce que des fois il est capable de pas jouer la compétition pour mauvais caractère ou grosse suspension. On va vérifier ça. Alors, donc comme la tradition le veut, Antoine, tu vas pouvoir réfléchir à ton top 5 et c'est l'occasion de rappeler tous les gardiens de cette Coupe du Monde 2002. Dans le groupe A, Fabien Barthez pour la France, donc on n'en a pas parlé. Fabien Barthez au fond de la piscine, pensant à sa deuxième étoile, en route pour la deuxième étoile. Il est vite rentré à la maison. Les fameux Beatles de l'hôtel avec tous les journalistes qui couchaient avec les joueurs, qui étaient tout le temps avec les joueurs. Tony Silva au Sénégal, Fabien Carini pour l'Uruguay. Ah, j'adorais Carini. Ouais, c'était un gardien sympa, Thomas Sørensen, qui avait fait vraiment une mauvaise Coupe du Monde. Hein. Oh là là, il a bon pris, gardien lui aussi pourtant. Hein. Ah ouais, mais en huitième, il y a un corner de Beckham avec une trajectoire exceptionnelle, mais en fait, il sort et il voit qu'il est trop court. Et en fait, elle arrive au deuxième poteau et il y a but des Anglais au deuxième poteau. Et ça lui touche le dos. Enfin bref, il a pas eu de chance, on va dire, cette compétition. Ouais. Ricardo Tavarelli pour le Paraguay qui débute la compétition, puis Chilavert qui était bien au-dessus du quintal, mon bon Chilavert. André 35-36 ans à l'époque. Ouais, qui sortait qui avant sa saison à Strasbourg ou après, je sais plus, après saison à Strasbourg. André Arense, Afrique du Sud, Iker Casillas pour l'Espagne qui sort un penalty, durant contre les Coréens d'ailleurs. Je crois non, c'est Buffon qui sort un penalty. Je sais plus. L'Irlande sûrement non. C'est contre eux qu'il avait sorti. Ouais. Ouais, c'est contre l'Irlande, t'as raison, excuse-moi, contre l'Irlande. Marco Simonovic pour la Russie. Groupe C, Carlos Castro, Costa Rica, Yang Jin de Chine qui prend le coup franc exceptionnel de Roberto Carlos dans la lucarne en poule. Marcos pour le Brésil, Roustou pour la Turquie. Qui en poule d'ailleurs a un but pour lui contre le Brésil, le deuxième. Le deuxième où il prend le penalty inexistant de Rivaldo, mais il fait une mauvaise relance. Brad Friedel, Vitor Baia, Lee Won-jae. Jerzy Dudek, Robin. Il aurait été cité celui-là un nombre incalculable de fois et il n'était pas dedans. Pourtant il aurait mérité. Hein. Mais là, sur le coup, je me défausse. C'est pas moi qui ai choisi forcément les gardiens. Donc, c'était la Coupe du Monde de Nico, donc on était là pour lui faire plaisir. Hein. On aurait pu parler de Casillas. Vous vous souvenez dans quelles conditions il était tout jeune quand il a été propulsé titulaire. Et vous vous souvenez que c'était parce que Canizares qui s'était blessé avec une bouteille, un flacon de parfum qui lui était tombé sur le pied. Ouais, exact. Il s'était tranché le tendon d'Achille, je crois. Ouais. Une blessure vraiment bête et incroyable. Ah oui. Ah, c'est vrai, mais je me posais la question parce que vu que Casillas était à l'Euro 2000, mais je me suis Canizares était à l'Euro 2000, mais Casillas gagne la Ligue des Champions. Je pensais que c'était lui le titulaire. Okay. Non, mais il n'était même pas titulaire en Ligue des Champions. Il était rentré en finale suite à une blessure. Mais il n'était pas titulaire. Et c'est vraiment l'événement qui l'a propulsé, parce qu'il avait été sensationnel en rentrant en jeu. Et alors, comme par hasard, dans la foulée, l'autre, il se blesse d'une manière surréaliste. Et c'est parti, quoi. Et il n'a plus lâché les buts. Ouais, c'est vrai, ça. Mais il doit avoir 20, 21 ans à l'époque. Hein. Ah bah oui. Il est tout jeune. Ensuite, Oliver Kahn, un des gardiens préférés de Renault. Mohamed Al-Deaya d'Arabie Saoudite qui a pris une belle valise contre l'Allemagne 8-0. Ouais, t'allais parler, Renaud ? Non.
Vas-y, continue. Shay Given pour l'Irlande, Alioum Boukar pour le Cameroun de Eto'o et Mboma devant, Pablo Oscar Cavaliero en Argentine, Ike Chorunmu pour le Nigeria que tout le monde prenait dans PES2 avec la vitesse de Baba Yaro, Magnus Edman Suède, David Seaman Angleterre, Stipe Pletikosa, le copain de Thomas, qui l'avait trouvé en 2006, Oscar Perez pour le Mexique, Campos était dans le groupe, mais pas titulaire, Gianluigi Buffon pour l'Italie, José Ceballos pour l'Équateur, et enfin Seigo Narazaki pour le Japon, Gert Devilger pour la Belgique, Ruslan Nigmatulin pour la Russie. Donc tout à l'heure, c'était peut-être pas le gardien russe qu'on a cité. Je me suis trompé. C'était peut-être le gardien, le Slovène plutôt. Et Ali Boumnigel pour la Tunisie. Il était déjà là. Enfin, encore là. Il était encore là parce que c'était une des questions pour le gardien de 2006. C'était lui le plus âgé. Et donc, Antoine, quel est ton top 5, les top 5 coups de cœur de cette Coupe du Monde 2002 ? Je t'avoue que j'ai un souvenir assez vague de la compétition. J'ai envie de mettre Oliver Kahn, c'est une évidence. Ensuite, j'avais Casillas, moi, que j'avais vraiment découvert un peu à cette époque-là et que j'aimais beaucoup. Donc Casillas, Kahn, c'est une certitude. Ouais, Roustou aussi, j'aimais bien. Je l'aimais bien avec ses peintures de guerre. Il fait une grosse Coupe du Monde. Roustou, Kahn, Casillas. On a qui ? Le gardien sud-coréen qui a fait quand même un parcours remarquable. Lee Won-jae. Voilà. Et puis évidemment Marcos, qui avait été extrêmement régulier. J'aimais bien Marcos, moi. Donc Marcos, numéro 1, Kahn. Numéro 2, Marcos. Numéro 3, Casillas. Numéro 4, Roustou. Et numéro 5, Lee. Voilà. On a un bon top 5 qui représente bien la compétition, le top 5 demain opposé de cette Coupe du Monde 2002. Merci messieurs pour ce petit quiz qui nous a replongé à l'heure de la SketchUp et des Bratislavoy. La belle époque. La belle époque. Et des jeans pas de Delft qu'on retrouve aujourd'hui. En tout cas, on vous dit à très vite pour une autre compétition et surtout, portez-vous bien.